Alors bonjour, donc pour la contribution de cette semaine, on va s'intéresser à modifier l'équation de Friedman pour bien rendre explicite les contributions à la densité d'énergie des différentes composantes, notamment l'énergie de courbure et celle du vide. Donc je vais diviser ça en deux parties où je vais faire un petit peu de présenter quelques données et présenter d'abord cette modification aux équations. Et après, je vais revenir sur des définitions dont on aura besoin pour comprendre la mesure de distance en cosmologie. Ça ouvrira la porte pour les méthodes de mesure de distance qui sont utilisées couramment en cosmologie. Donc, pour venir à cette présentation, donc on avait vu en fait une solution en cosmologie. Ce qui est central à notre affaire, c'est la description de ce facteur d'expansion qu'on présume isotrope, le facteur d'échelle. Et on avait déjà vu de la gravitation newtonienne, on a déjà la solution dite Einstein de Sitter, ici EDS, sur ce diagramme-là. Donc, ce qu'on peut faire, c'est regarder un petit peu les différentes composantes de l'équation de Friedman quand on les rend plus explicites en termes de densité d'énergie. Donc, nous, on a déjà vu comment décomposer entre densité d'énergie due à la matière et celle due au rayonnement photonique, donc le rayonnement électromagnétique. Donc, on a ici notre équation de Friedman. Le R point, c'est la dérivée par rapport au temps donc du facteur d'échelle. Et les facteurs usuels, donc 8pi sur 3g, etc. Donc la partie gauche et la partie droite sont ici différenciées parce que j'ai voulu isoler les termes de courbure, donc, qui sont amenés par donc la trace du tenseur d'Einstein, donc qui donne la courbure avec le K possiblement non nul. Et la densité d'énergie dite énergie sombre, donc la densité du vide, qui fait apparaître le fameux lambda de Einstein. D'accord? Donc la constante cosmologique qui est due à Einstein. Donc ici j'ai mis explicitement sous forme de pression P sous script R. Dans cette équation-là, j'ai voulu peut-être rappeler qu'un fluide relativiste ou non relativiste exerce une forme de pression. La pression est un flux d'énergie à travers une surface. Et donc, si on est à contempler un fluide relativiste comme un bain de photons, il faut voir en fait l'équation d'état qui est donnée ici. La pression PR sera donc amenée en relation directe avec la densité de photons et donc la densité d'énergie des photons et la vitesse de la lumière. Ici, c'est carré qui apparaît et on voit bien que la combinaison ρ, donc masse par unité de volume, fois c carré, fait apparaître donc une densité d'énergie cinétique. C'est l'équivalent donc d'une pression. Donc l'idée, c'est qu'il y a un facteur ici oméga. Si on a affaire à un fluide relativiste et donc la vitesse approche celle de la lumière, ici pour les photons la vitesse est exactement celle de la lumière, n'en demeure pas moins que la pression est une quantité directionnelle et donc on regarde à une dimension. Et donc le facteur 1 tiers tient compte du fait qu'on exploite un seul des 3 degrés de liberté de l'espace. D'accord? Donc voilà un petit peu pourquoi on a écrit le 3PR sur C carré par opposition à ρ de R. C'est l'équivalent, hein, d'accord, dans l'équation de Friedman qu'on a là. Donc ce qu'on a déjà vu par ailleurs, c'est cette relation à la densité d'énergie au facteur d'échelle. Donc j'ai déjà expliqué que puisque le volume va aller comme le facteur d'échelle au cube, il s'ensuit donc dans l'univers froid où la masse est conservée,
la masse des corps solides, que la densité de matière va donc descendre ou diminuer comme l'inverse du cube de ce facteur d'échelle R. D'accord? Donc sur ce diagramme, vous avez en fait la densité d'énergie qui est soit ρ R ou soit ρ suscript R ou ρ matière en fonction du facteur d'échelle qui est une fonction monotone du temps. Donc sur l'axe horizontal, on peut placer aussi bien le facteur d'échelle que le temps. D'accord? Donc l'idée c'est que si je compare le comportement de la densité d'énergie de la matière en fonction de R à celui de la densité d'énergie, donc du rayonnement, en fonction de R, on voit que les pentes, hein, les courbes sont différentes, premièrement. Donc les courbes en trait plein qui sont représentées ici diffèrent. Ce qui fait que va y avoir une époque où la densité d'énergie de la matière et celle du rayonnement vont se croiser. Donc c'est indiqué par le trait en pointillé avec le temps T équilibre. C'est l'équilibre entre les densités d'énergie, matière solide et rayonnement. Donc c'est-à-dire que là on bascule en fait entre un régime froid et un régime chaud, c'est-à-dire que la matière devient relativiste. Et l'équivalence masse-énergie m'assure que je peux basculer entre rayonnement et matière solide à partir de cette époque-là et pour de plus grands décalages spectraux vers le passé. Donc on revient de plus en plus vers le passé, donc vers la gauche, ici sur cet axe. Il y aura donc une époque où la matière neutre va commencer à être ionisée. Donc si on pense en termes de la composante dominante de l'univers, donc l'hydrogène, c'est donc à partir d'un certain décalage spectral, d'une certaine époque, un certain temps, que l'hydrogène va s'ioniser complètement. D'accord? Donc ça, on voit que en fait, ça aura des conséquences dans la solution de notre équation de Friedman, simplement parce que le comportement de la densité d'énergie, la densité de la matière, densité d'énergie de rayonnement et celui de la matière vont pas avoir le même comportement asymptotique vers le passé. D'accord? Donc, ça va amener bien sûr une forme différente de solution pour R de t en termes de facteur d'échelle. Ouais, R de t. Ce facteur d'échelle va donc être une fonction un petit peu compliquée du temps. D'accord? Donc on veut regarder maintenant, de façon plus générale, toutes les composantes de densité d'énergie, pas seulement le rayonnement et la matière. Et en fait, je veux écrire ça en termes de l'équation de Friedman. Alors il se trouve que si je rappelle le paramètre de Friedman oméga qu'on a ici tout en haut de cette page, on va donc définir oméga total comme étant le rapport de la densité totale de matière-énergie à la densité critique qui est notée ici ρ suscript C. D'accord? Donc, pour nous, ça veut dire cette densité critique, on l'avait définie comme étant le carré du paramètre de Hubble divisé par 8 tiers de pi fois g. D'accord? G, la constante gravitationnelle. Donc pour nous ici, tout ce que ça veut dire, c'est qu'en fait on peut prendre ρ total et le subdiviser comme étant une densité ou la somme de densité d'énergie, d'énergie de matière solide, de rayonnement, densité d'énergie de courbure et la densité du vide ou ρ lambda, d'accord, qui fait intervenir la constante d'Einstein, la constante cosmologique. Donc, si on veut définir en termes de densité relativement à la densité critique, on peut donc définir des paramètres oméga de t qui vont, être affectés à la densité d'énergie de la matière. Donc, vous l'avez ici, cette seconde équation, avec oméga m, oméga r, oméga k et oméga lambda. D'accord? Donc, il se trouve que le oméga R est en relation directe, bien sûr, en proportion directe à la densité d'énergie ρ suscript R. Et on a vu que ça devait diminuer comme l'inverse du facteur d'échelle à la puissance 4. Donc ce que ça va nous permettre de faire, c'est d'exprimer le oméga rayonnement à une époque t
en fonction du oméga rayonnement à une époque de référence qu'on va noter ici T0 ou simplement 0. D'accord? Donc ce qu'on va pouvoir écrire, c'est que oméga R est égal à oméga 0 divisé par R à la puissance 4. C'est ce qu'on voit apparaître au milieu de la page dans l'équation de Friedman modifiée. D'accord? Donc de la même manière, le oméga matière va s'exprimer comme oméga matière du temps égale oméga matière à une époque de référence 0 divisé par R cube. Et c'est clair que quand je prends t égale 0, je prends R en 0 égale 1, toujours, on retombe sur l'autocohérence et on en déduit donc le comportement temporel en termes de relation au paramètre d'échelle, R. D'accord? Donc ce qu'on fait avec la matière et le rayonnement, on peut répéter pour la densité d'énergie de courbure et celle du vide. Et on a ces relations maintenant exprimées sur la partie droite de l'égalité. Donc à droite de l'égalité, pour le vide, on aura oméga k 0 divisé par r carré. Et pour la densité d'énergie du vide, on aura tout simplement oméga lambda. Oméga lambda qui sera donc indépendant du facteur d'échelle puisque c'est supposé être une constante dans le temps. Donc la densité d'énergie qu'on va associer à ça va aussi être une constante dans le temps. Donc là, vous remarquerez que j'ai une deuxième égalité sur cette équation modifiée de Friedman, puisque j'ai remplacé le oméga k par oméga 0 moins 1. Ça, c'est une chose qu'on a démontrée, qui vient en fait directement de l'identification des termes constants qu'on nous on avait obtenus de l'équation de Newton déjà. D'accord? C'est simplement la correspondance avec l'expression relativiste proposée par Friedman, qui nous dit que oméga k égale simplement 1 moins oméga 0. Donc du coup, je fais disparaître le signe négatif qui est devant oméga k ici, dans cette relation-là. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que le oméga 0, expérimentalement, donc selon les données Planck, il est très très près de 1. Ce qui fait que, en fait, le terme en 1 sur r carré dans cette relation-là, on va pouvoir le négliger. Donc oméga 0, on le prendra égal à 1 et on aura une géométrie à grande échelle qui est essentiellement la géométrie euclidienne de celle de la solution de Einstein de Sitter d'ailleurs. D'accord? Donc notre équation de Friedman, au final, quand je remplace le R point sur R étant la constante de Hubble, pardon, le paramètre de Hubble à une époque donnée, je vais simplement retrouver que R point carré sur R carré, c'est H carré sur H0 carré. D'accord? C'est pas le H point carré qui apparaît dans cette équation-là. D'accord? C'est H carré sur H0 carré. Et c'est égal, donc, le H0 carré, vous voyez, il est en relation directe avec la densité critique ρ0 évaluée. Rho critique, ρ suscript C, évaluée à l'époque actuelle, donc au temps 0 qu'on a dans la relation en milieu de page. Donc, je vois apparaître le H0 carré et les termes qui apparaissent maintenant à droite de l'égalité sont des constantes divisées par des puissances du facteur d'échelle R. Et ça c'est très très bien parce que quand je remplace pour la relation entre R et 1 plus Z, donc l'inverse 1 sur R est égal à 1 plus Z le décalage spectral, et bien c'est facile maintenant d'exprimer H carré sur H0 carré en termes du décalage spectral directement comme cette somme de puissance de 1 plus Z. Et on voit donc qu'on peut l'exprimer comme un polynôme du décalage spectral de Z. Donc on voit bien en fait que si je mets Z égale 0, je vais retomber sur la somme des oméga est égale à 1. Et donc on va retrouver que H carré est égal à H0 carré, bien sûr. D'accord? Donc c'est cohérent comme ça. Alors pour la suite,
On peut donc maintenant lire un petit peu encore le h point carré n'est pas h point, c'est h carré et pas la dérivée par rapport au temps. D'accord? Donc il faudra corriger ça dans votre lecture de cette équation-là. On a donc la contribution de la matière, celle des photons, et celle de la courbure, qui est de la courbure de l'espace, qui va devenir en fait négligeable. Il reste en fait l'énergie sombre qui apparaît tout au bout de la relation, qui elle est une constante indépendante de Z. Donc ce qu'on a ici, schématiquement, c'est donc le h carré sur h0 carré en fonction de z, mais cette fois, si je me place à l'époque présente, je dois regarder vers le passé. Donc j'ai inversé l'axe horizontal, l'axe des x, pour bien signifier que les mesures à l'époque actuelle sont en z égale 0, et on regarde vers le passé avec z qui augmente. Donc là, on a notre relation, comme tout à l'heure, on a le oméga R, oméga matière, d'accord? Et on a le oméga lambda qui apparaît maintenant comme une droite, enfin une courbe pleine horizontale, d'accord? Donc on voit déjà que sur ce diagramme, comme les deux autres quantités, donc les deux autres paramètres de Friedman vont en fait décroître avec z qui décroît, lorsqu'on va atteindre z égale 0, en fait on va pouvoir potentiellement obtenir un changement de régime où en fait la densité d'énergie du vide, le oméga lambda, devient non négligeable par rapport aux deux autres. D'accord? Donc si on regarde les rapports d'énergie ou de densité d'énergie du rayonnement par rapport à la matière aujourd'hui, en fait la matière procure une densité d'énergie qui est 3000 à 3400 fois plus importante que celle du rayonnement des, des photons. Par contre, pour la densité d'énergie du vide, en fait, on est à une époque où les meilleurs ajustements de données donnent en fait un oméga lambda qui domine en fait par rapport à celui de la matière. Il est 2 fois plus grand que celui de la matière. On l'a dans les tables de Planck que j'ai distribuées en cours. D'accord? Donc une conséquence importante de ça, c'est que on va pouvoir étudier la dynamique des galaxies sur différentes échelles et explorer ou espérer voir un peu cette dépendance du paramètre de Hubble avec Z. D'accord? Donc il y a une campagne qui s'appelle la campagne BOSS il y a quelques années qui a pu en fait enrichir les études qui ont été faites à bas redshift, donc à faible décalage spectraux. Ici, on a déjà vu cette carte qui montrait des galaxies. Je crois que c'était en fait des amas de galaxies qu'on avait là et qu'on pouvait voir la structuration de ces objets dans l'espace et surtout étudier leur cinématique puisqu'on va pouvoir les étudier leur vitesse, leur champ de vitesse en fonction du décalage spectral Z qui est donné par l'axe horizontal ici sur ce diagramme-là. Alors la campagne BOSS, en fait, ce qu'ils ont fait, ils sont allés chercher des sources de lumière à très haut redshift, donc des quasars, donc des galaxies très lumineuses. Ces galaxies vont rayonner sur le milieu intergalactique à très haut redshift et en fait ça va donner une idée de la structuration de la matière à ces redshifts-là. Donc si on regarde un petit peu de quoi il est question, on a cette distribution, donc c'est le même type de carte si on veut. Vous avez en bas donc la carte de la campagne SDSS. Une différence majeure, c'est que là, en fait, plutôt que porter en axe le décalage spectral, il s'agit maintenant d'une estimation du module de distance. D'accord? Ou plutôt la distance estimée en années-lumière ici. Donc on va de 0 jusqu'à essentiellement 12 milliards d'années, donc on couvre presque toute l'entièreté du volume donc, de l'univers, puisque l'âge estimé est autour de 13,6 milliards d'années. Donc l'idée c'est que chacun de ces points, donc en vert
En vert pâle, vous avez donc des champs d'observation et vous avez des sources qui ont été cartographiées et de ces sources-là, on peut en fait déduire la position, c'est-à-dire la position de raies d'absorption de l'hydrogène neutre et on peut donc en déduire en fait le champ de vitesse à ces très hauts redshifts-là. Et ce que ça va permettre de faire, si on connaît le vecteur vitesse, si on connaît le redshift, donc le décalage spectral Z, et bien on pourra estimer le, le paramètre de Hubble. D'accord? Donc vous l'avez en fait ici comme ça. Donc le gaz neutre qui est ionisé par du rayonnement de quasar, ça donne lieu à cette forêt Lyman alpha qu'on a ici. On voit le Lyman alpha qui apparaît tout à droite de ce graphe. Donc une signature de l'estimation de H avec ces nouvelles cartes de données, donc la campagne BAO, donc BOSS d'il y a quelques années. Et vous avez à plus petit décalage spectral, donc Z égale 0, c'est bien notre position actuelle, notre époque actuelle. Et on a donc en fait une estimation ici. Bon, c'est la valeur qui est affichée là est supérieure à 70. En fait, aujourd'hui, on est plutôt à 67 km par seconde avec la campagne Planck. Mais l'idée est quand même ici claire. C'est que si je pars de z égale 0 que je vais vers z égale 2, eh bien, on va trouver en fait que les valeurs estimées du paramètre de Hubble passe par un minimum avant de réaugmenter. Et ça, c'est quelque chose qui a été vu pour la première fois il y a 6 ans. D'accord? Donc voilà un petit peu pourquoi en fait c'est important d'aller chercher une cartographie aussi détaillée que possible des sources émettrices puisque ça permet en fait, de contraindre les paramètres de Friedman, puisque la seule manière, dans les paramètres de Friedman, la seule manière dont je puisse passer par un minimum ici en venant de z égale 2 vers z égale 0, si je passe par un minimum, c'est que le h réaugmente parce que le oméga lambda devient non négligeable. Et en fait, le oméga lambda contribue en fait à accélérer l'expansion de l'univers. Donc vous remarquerez bien que h est toujours positif ici, d'accord? On va de 50 jusqu'à 100 km/s par mégaparsec, mais c'est toujours du côté positif. Il n'est pas question d'avoir une époque de recontraction de l'univers ici, d'accord? Au contraire, l'univers ralentit, le h diminue quand on passe de z égale 2 jusqu'à 1, puis entre 0,5 et 1, on voit une espèce de plafonnement plancher si vous voulez, et puis après en deçà de z égale 0,5, eh bien, on commence à voir h qui augmente à nouveau. Et ça c'est la signature de la constante cosmologique d'Einstein qui est non nulle. D'accord? C'est un constat, une déduction maintenant acceptée depuis quelques années. Donc si on a bien suivi l'affaire, j'ai une densité de rayonnement qui augmente avec le regard vers le passé, donc vers l'univers jeune. Le facteur d'échelle va en diminuant et donc le rayonnement va en fait se concentrer vers un pic vers des plus petites longueurs d'onde. Ce qui fait que les photons vont en fait être assez énergétiques pour ioniser la matière baryonique usuelle, donc les atomes. Et ce schéma, hein, cette carte-là, en fait, nous montre un petit peu en fonction du temps jusqu'à quelle époque il faut remonter pour trouver une densité d'énergie de rayonnement, une température surtout, où la matière va commencer à s'ioniser. Et on parle ici d'environ 100 000 ans. D'accord? Donc entre aujourd'hui et la période où l'univers avait environ 100 000 ans, on va plutôt parler de 300 000 ans, 280 000 ans,
Eh bien sûr, il s'est passé autour de 12 ou plutôt 13 milliards d'années, d'accord? Quand on regarde jusqu'à 13 milliards d'années dans le passé, c'est euh, une plage de temps énorme avant qu'on puisse atteindre cette période d'évolution de l'univers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en deçà de 100 000 ans ou 300 000 ans, l'univers commençait à être, où la matière était un plasma assez chaud pour que, en fait, les photons commencent à interagir fortement avec ce couple à la matière. Et en fait, on va passer par une phase où l'univers va être optiquement épais. D'accord? Les photons, le libre parcours moyen des photons est petit, ce qui fait que le rayonnement est en fait capté par la matière, et donc il y a un couple température du rayonnement, température-matière qui va être de plus en plus fort au fur et à mesure qu'on va remonter vers le passé. Donc la période autour de entre 100 000 et 300 000 ans, c'est cette période où on dit que en fait la matière ionisée se recombine, où les atomes deviennent neutres. D'accord? Donc quand on passe de cette période-là jusqu'à aujourd'hui, c'est donc l'univers, en fait, dans le schéma de Friedman, l'univers devient de plus en plus froid. D'accord? Donc notre forté à nous, c'est de regarder un petit peu qu'est-ce qui s'est passé autour de cette période de recombinaison. Donc vous avez en fait une prédiction là assez claire qui était déjà faite ou avancée par Gamov dans les années 1948, je crois, la première discussion autour de ce rayonnement diffus, un genre de rémanent de une époque très très chaude, c'est-à-dire que quand la matière se recombine, les photons bah, se déplacent librement dans l'espace, et donc ces photons-là vont simplement être comobiles avec l'expansion du cosmos et nous parvenir donc jusqu'à nous à une certaine température effective. Donc ça, c'était l'idée de 48 jusqu'en 1965. Et au début des années 60, donc les théoriciens avaient commencé à dire bon, il faudrait peut-être aller mesurer ce rayonnement diffus, voir s'il existe. Et par hasard, il y a deux radioastronomes, donc Penzias et Wilson, qui avaient développé une antenne assez fine, assez précise, pour descendre, enfin couvrir une plage de fréquence qui couvrait en fait les fameux 3 Kelvin attendus pour un rayonnement diffus cosmologique. Donc vous avez en fait en haut de ce montage, vous avez la carte détectée par Penzias et Wilson, donc un rayonnement isotrope, essentiellement une gaussienne, qui est un rayonnement homogène quoi, dans toutes les directions, isotrope, et bien centré à une température équivalente à un rayonnement d'un corps noir à 3 Kelvin. D'accord? La trace que vous voyez au milieu de cette image en blanc, qui apparaît un peu blanchâtre, c'est la Voie lactée. D'accord? Donc la Voie lactée, bien sûr, contient du gaz froid, et ce gaz froid va aussi émettre à des très basses températures, et en conséquence de quoi, Penzias et Wilson ont bien vu que où il y a un pic d'émission, ça correspond bien sûr à la présence, le positionnement du disque de la Voie lactée. Donc, par contre, partout ailleurs, sur tout le ciel, on ne voit que ce vert uniforme. Voilà, ça témoigne d'une température homogène. D'accord? Donc, l'idée est qu'il se passe presque une trentaine d'années avant qu'on puisse développer un instrument qui va pouvoir prendre des mesures sur la carte du ciel, donc avec une résolution angulaire assez fine pour qu'on puisse voir des fluctuations dans ce rayonnement diffus. L'idée des fluctuations de ce rayonnement a la même origine que l'idée de la croissance de structure dans l'univers. C'est-à-dire que si on veut voir l'univers structuré comme on le détecte à z égale 0, il faut qu'il y ait une graine de cette structure à fort redshift. Et ça a dû laisser une trace dans le rayonnement
du fond cosmologique. Donc l'idée était déjà lancée dans les années 60 et il a fallu 25 ans avant qu'on puisse lancer cette mission Kobe qui a fait les mesures que vous voyez maintenant. Et là, à partir des années 90, on a pu étudier la température, les fluctuations de température de ce fond cosmique diffus, c'est-à-dire qu'on a une température essentiellement 3 Kelvin, mais de point en point, il y a de petites variations, et c'est cette carte des variations là qu'on voit affichée en blanc, pardon, en bleu, bleu, rouge et vert. D'accord? Donc le bleu pour du froid, le rouge pour des excès de chaleur, et où il y a un plus fort excès de chaleur, bien sûr, c'est c'est dans le disque de la Voie lactée. Donc on avance de 10 ans, donc maintenant au début des années 2000, il y a cette mission WMAP, Wilkinson Microwave Mapper, je crois qu'il s'appelait. Donc cette mission-là avait une résolution angulaire nettement supérieure à celle de Kobe et donc permettait en fait de détecter des fluctuations de température de l'ordre, je crois que c'était de l'ordre d'une partie par 100 000. D'accord? Donc là, on voit essentiellement où on voit du bleu sur la carte de Kobe, on reconnaît dans ces régions-là le même type de fluctuations, mais on a une granularité beaucoup plus fine pour le signal cosmologique. On reconnaît aussi une meilleure résolution angulaire de la structure du disque, qu'il faudra bien sûr apprendre à soustraire si on veut étudier une carte complète du ciel cosmologique par ce rayonnement diffus. Et ben, ça demande bien sûr une étude assez poussée pour savoir comment détecter comment soustraire cette composante-là. Donc là, je mets trois indications à quoi correspondent chacune des missions. D'accord? Donc essentiellement avec Kobe, avec une résolution angulaire assez grossière, on voit en fait des déflexions gravitationnelles qui peuvent correspondre à des lentilles. Et avec Kobe, en fait, on commence à aller chercher des effets plus fins, amenés par des structures en expansion, voire l'effet, ce qu'on appellera l'effet Sunyaev-Zeldovich, dont on pourra parler un petit peu peut-être en exercice. Alors maintenant, si on avance, on vient plus près de nous, la dernière grande mission cosmologique qui a étudié le rayonnement diffus cosmologique, donc c'est la mission Planck. Et là, la mission Planck donne en fait une résolution en fluctuation de température effective pour le rayonnement dit d'un corps noir de l'ordre du micro-Kelvin, d'accord? Donc une très forte résolution angulaire. Je crois qu'on a une résolution angulaire presque 3 fois supérieure à celle de WMAP. Donc là, on peut maintenant cartographier le ciel à très haute précision. Et on va voir en fait un des à côté de cette mission Planck, c'est qu'on a pu détecter autour de la Voie lactée du rayonnement infrarouge et en micro-ondes qui est amené par des poussières fines. Et ce qu'on voit ici, en fait, c'est une carte du disque de la Voie lactée. Et vous voyez comment ce rayonnement qui est amené par les poussières du disque sont étendues tout autour du disque. D'accord? Donc si j'essaie de voir maintenant qu'est-ce qui se passe en comparaison avec la mission WMA, vous voyez que Planck a quand même fait un grand bond en avant qui a permis en fait d'étudier une connexion directe avec le disque de la Voie lactée. D'accord? Maintenant, une des choses importantes que les scientifiques de Planck ont pu faire, c'est développer un algorithme statistique, une approche statistique très poussée pour enlever ce rayonnement du disque de la Voie lactée de manière autocohérente. D'accord? Ça reste probabiliste comme approche, mais l'idée c'est que maintenant on peut avoir une carte complète du rayonnement cosmique la plus probable, d'accord, où on va chercher des fluctuations de température effective de l'ordre du micro-Kelvin.
sur des résolutions angulaires, qu'on va le voir tout à l'heure, sont très faibles. D'accord? Je crois que c'est dans l'ordre du milli-degré. D'accord? Donc encore une fois, vous comparez avec la carte WMAP et vous pouvez apprécier l'amélioration que ça apporte ici. Donc si maintenant on fait l'étude de cette carte toute pleine de petits grumeaux, toute granuleuse, ce qu'on peut faire, c'est en fait en faire de la même manière qu'on fait une transformée de Fourier. On peut faire une décomposition en harmonique sphérique et on arrive en fait à trouver un spectre de puissance. Et là, vous avez en fait en axe ici, vous avez le spectre de puissance en fluctuation de température. Donc, ce sont des microkelvins au carré. Donc, si je prends la racine carrée de 10 000, j'ai 100. Donc, la racine carrée de 4000, c'est 40, c'est à peu près 60 microkelvins. Donc, vous voyez qu'on a quelques fois 10-5 quelques fois 10-5 degrés Kelvin de résolution là, sur l'axe vertical avec WMAP. Et on va chercher donc ici dans le dixième de degré de résolution angulaire. Donc ceux qui sont familiers avec la décomposition en harmonique sphérique, vous avez L, le multipôle, donc l'indice du multipôle qui augmente de gauche à droite pour une résolution angulaire qui est grossière sur la gauche. Donc vous avez l'axe sur l'axe horizontal. En haut, vous avez 90 degrés, 2 degrés, etc. Donc très faible résolution angulaire sur la gauche et très forte sur la droite. Et on voit en fait ces pics dans le spectre de puissance. Et bien, ces modes oscillants, ce sont des ondes acoustiques. Et ça, il faudra en reparler en cours. C'est essentiellement l'empreinte de l'univers chaud. Donc si on remonte à la période où l'univers était complètement ionisé et la matière, en fait le rayonnement et la matière étaient encore bien couplés, ce qui fait qu'il y a des ondes sonores qui se baladaient dans l'espace et jusqu'à ce que finalement l'énergie de ces ondes puisse se dissiper sous forme du rayonnement. Donc il s'est en fait échappé au moment où la matière s'est recombinée. Donc de la même manière que une onde sonore va amener un pic de densité et des vides relatifs dans le profil de densité dans l'espace, ben ici c'est la même chose. On n'aura que ces pics d'ondes vont laisser une empreinte dans le rayonnement le rayonnement photonique. Je montre maintenant la carte en inséré ici. Vous avez la carte, la même analyse spectrale, mais faite avec les données Planck. Et là, vous voyez que en fait, toujours avec la résolution angulaire qui augmente de gauche vers la droite. Donc vous voyez qu'à grande ouverture d'angle, en grande séparation, quand je compare deux points sur la carte, en fait les données sont très comparables, les résultats sont comparables. Ce qui est innovant avec Planck et ce qui est vraiment très bien, c'est que le 0 degré, 0,2 degré de résolution angulaire que vous aviez ici, on passe de 0,2 à quelque chose comme 0,01. Donc on a un facteur 10 en fait de résolution angulaire comparé à presque un facteur 10 comparé à ce qu'on avait avec WMAP. WMAP on descendait jusqu'à environ 0,1 degré ici. D'accord? Donc les données Planck sont vraiment excellentes, très faible fluctuation, très faible barre d'erreur, très faible incertitude. Et donc, en fait, on va pouvoir contraindre les paramètres de Friedman, les modèles cosmologiques, très finement. Ce qui va amener, en fait, une calibration. D'accord? La calibration des modèles cosmologiques, c'est cette courbe en trait plein qui passe à travers les points de mesure que vous le voyez très bien sur la courbe des données WMAP et sur la courbe pour les points Planck, les données Planck, c'est encore plus dense et en fait l'ajustement est excellent. Alors quels sont donc ces
ces paramètres de Friedman qui vont permettre un ajustement aussi fin. Eh ben, vous l'avez ici, donc avant Planck, donc à l'époque de WMAP. Et sur le camembert là, qui est à droite, vous avez l'ajustement des paramètres cosmologiques aujourd'hui. Et vous avez donc la densité, l'oméga lambda, la contribution à la densité d'énergie totale de oméga lambda est de 68% par rapport à oméga 0 qui vaut 1, d'accord. 68% de cette densité d'énergie critique, c'est amené par essentiellement la constante cosmologique de Einstein. Vous avez la matière sombre, ici la fameuse matière noire, contribue pour presque 27% de la densité d'énergie totale, et curieusement la densité de matière d'énergie amenée par la matière baryonique fait un petit peu moins de 5% du total. D'accord? Il y a quelque chose d'assez dramatique comme situation, c'est-à-dire que on a affiné les modèles cosmologiques à un point que maintenant il faudra s'intéresser à comprendre l'origine de cette constante cosmologique, puisqu'elle domine aujourd'hui. Bon, alors pour la fin de ce cours, j'aurais voulu vous montrer la reconstruction sonore euh, l'évolution de ces modes acoustiques baryoniques, tels que réalisés par John Kramer de l'Université de Washington. Il y a deux bandes sonores qui sont intéressantes et qui se basent en fait sur les données Planck, qui font en fait une exploration donc du son que pourrait avoir émis l'univers au fur et à mesure que le temps passe. Et essentiellement, c'est un peu compliqué à mettre en œuvre de façon interactive. Donc, je vais plutôt vous envoyer les liens par trichement du site web, où vous pourrez récupérer en fait le son de ces tel que reconstruit par Kramer. Et on pourra ensuite peut-être en discuter un petit peu pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe, de quoi il est question au juste sur cette euh, série euh, de données donc de John Kramer. Donc à voir éventuellement en cours. Voilà.